Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie d'être présent à l'atelier Big Pro 1 qui est sur l'excellence opérationnelle. Donc je suis Rénal Marchal de BPI France, de la direction Initiative Conseil. La direction Initiative Conseil, c'est une direction qui a été nouvellement créée il y a 2 ans, qui a pour but de proposer aux entreprises clientes de BPI France des missions conseil dans toutes les thématiques, que ce soit des problématiques stratégie, organisationnelles, transformation digitale, RH et excellence opérationnelle. On a le mode de fonctionnement, c'est de faire intervenir des cabinets de conseil externes habilités par BPI France, dont David Macheneau, donc cofondateur d'OPO, fait partie, et Michael Valentin également, qui vont vous expliquer ce qu'est l'excellence opérationnelle. Voilà, je vous remercie. Alors oui, on va faire un petit voyage avec l'excellence opérationnelle et voir aussi comment ça s'inscrit dans tout ce qui arrive avec l'usine du futur. Donc c'est vraiment de voir une perspective sur l'évolution de l'entreprise par ce biais-là. Pourquoi l'excellence opérationnelle? Parce qu'on pense que c'est un levier qui est quand même négligé en France. On parle beaucoup de financement, d'automatisation, d'innovation, mais l'innovation managériale et l'aspect immatériel des organisations et de l'excellence, ça on en parle beaucoup moins. Du coup, l'excellence opérationnelle, c'est effectivement un comportement d'entreprise pour nous. C'est la capacité de l'entreprise à être agile et performante sur ces marchés. Agile pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, les marchés sont de plus en plus volatiles. Et puis ça, c'est quand même le fait de chacun d'entre nous. Hein. Les gens qui achètent une voiture, moi quand j'achète mon téléphone, des vêtements, il y a plus grand monde qui accepte de ne pas avoir le choix ou d'attendre 6 mois. Et en fait, ça a forcément un impact. Et l'entreprise, pour devenir agile, va devoir devenir intelligente, mais collectivement. Donc la capacité à avoir une culture d'entreprise commune, une organisation qui sait s'adapter aux évolutions des clients et bien sûr des solutions technologiques et techniques qui tiennent la route pour satisfaire les clients. Et on va du coup vers des modes de décision qui vont être de plus en plus réactifs et qui vont devoir être organisés en ce sens. Du coup, voilà un petit peu comment nous on aborde l'excellence opérationnelle dans les entreprises dans lesquelles on va. On a 2 volets en fait, un volet technique que vous voyez à gauche, un volet humain. Le volet technique, c'est 2 choses, hein. C'est de bâtir une organisation qui est adaptée à votre marché. S'il faut être réactif, avoir une organisation qui le permet. S'il y a besoin d'être très productif, savoir le détailler dans votre organisation. Donc ça c'est l'aspect organisation que vous pensez pour votre marché, mais on sait tous que quand on définit une organisation, ça ne veut pas dire derrière que quand je vais sur le terrain, les gens l'ont comprise et puis dans la manière dont ils travaillent sont vraiment pertinents par rapport à cette organisation. Et donc l'idée, ça va être d'avoir des pratiques opérationnelles qui servent cette organisation. Donc ça, c'est l'aspect technique, si vous voulez, dans les entreprises. Mais notre conviction et aussi notre expérience a montré que avoir bien pensé tout ça en bon ingénieur ou en bon technicien, même avec les équipes, ça ne suffit pas s'il n'y a pas, pour la pérennité, le facteur humain qui est aussi de la partie. Le facteur humain, c'est ce que vous avez à droite, c'est sur 2 niveaux. Hein. C'est d'être capable d'avoir un dialogue autour de la performance d'entreprise qui est largement diffusé dans l'entreprise et qui est pertinent. Donc c'est ce qu'on appelle les pratiques managériales, hein, comment animer l'intelligence collective dont on parlait. Et puis les compétences et comportements, à savoir est-ce que les gens sont impliqués, est-ce qu'on leur donne les moyens de leur mission en les formant correctement. Donc c'est ce facteur humain qui fait que votre transformation vers l'excellence opérationnelle sera pérenne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis 4 exemples de ce que ça peut rapporter sur des cas concrets qu'on a été amené à vivre dans notre expérience de terrain, sur des secteurs très variés. Ce qu'il faut retenir, c'est 2 choses. La première chose, c'est que quand on met en place l'excellence opérationnelle dans une entreprise industrielle, en général, le sujet qu'on choisit de traiter, que ce soit de la qualité, des coûts, du délai, de la réactivité, dans tous les cas, les gains qu'on va avoir sont assez majeurs. Ce n'est pas les gains qu'on va faire en faisant la productivité finalement annuelle ou les gains qu'on a l'habitude de faire. Ça va être plutôt de l'ordre de 10%, 20%, 25%. C'est assez significatif sur un périmètre donné. Le deuxième aspect, c'est que vous voyez ici des marchés assez diversifiés. Vous avez l'aéronautique qui est un secteur en croissance, l'horlogerie de luxe qui est plutôt un secteur de marque tourné vers le haut de gamme, un secteur en mutation comme l'automobile où il faut sans cesse régénérer pour continuer à être dans la compétition mondiale, et même sur des secteurs en tension comme la sidérurgie, finalement c'est un levier qui peut être très impactant et qui peut permettre à la fois de travailler sur le comportement mais aussi sur l'aspect technique et sur les résultats concrets qu'on peut en espérer.
On va faire maintenant un petit pas de côté pour prendre du recul par rapport à notre sujet cœur d'aujourd'hui, c'est finalement comment ce levier-là il se connecte avec la révolution industrielle. Alors c'est quoi la révolution industrielle? Pour nous, c'est toujours l'intersection entre deux choses, c'est l'évolution du marché, c'est toujours une évolution de marché avec finalement des nouvelles technologies et des nouveaux modes d'organisation qui vont se mettre en place. Donc ici, vous avez les 4 révolutions industrielles qui se sont succédées. La première, si vous voulez, l'évolution de marché, c'est quoi? On a besoin d'infrastructures. Il y a la machine à vapeur qui arrive, et donc en termes d'organisation, ça va être la mécanisation. Donc l'homme qui commence à travailler avec la machine. Sur la deuxième révolution industrielle, la demande en fait va commencer à devenir très conséquente. C'est le début de la société de consommation. Et donc là, on va avoir le taylorisme qui va se mettre en place grâce à la révolution technique de l'électricité, qui va permettre de construire des lignes de production et donc d'avoir de la production de masse qui va se faire. La troisième révolution industrielle, c'est le début de la personnalisation et aussi l'objectif de réduction des coûts qui est lié à la mondialisation. Il y a la concurrence mondiale qui arrive. Et donc en termes de technologie, on a les robots, l'informatique industrielle qui commence à émerger et qui va permettre aussi l'avènement en termes d'organisation de ce qu'on appelle le lean, en tout cas d'un certain nombre de méthodes qui permettent de travailler sur des flux tirés et donc d'être de plus en plus réactif. Et on entre maintenant dans la quatrième révolution industrielle, qui est celle finalement de la production de séries de taille 1. Pourquoi la série de taille 1? C'est ce que disait David, chacun veut un produit différent. J'ai pas envie d'avoir le même produit que mon voisin et j'ai des exigences, je veux un niveau de qualité irréprochable. Donc ça, c'est le changement de marché. Pour y répondre, on a un certain nombre de technologies. Vous avez entendu parler sûrement d'impression 3D, de robotisation, les objets connectés, les matériaux innovants, le big data qui est une méthode de traitement des données. Finalement, ça c'est l'aspect technologique, mais en termes d'organisation, qu'est-ce qui va permettre de passer ce saut de la révolution industrielle, ou quels sont les acteurs qui vont s'en sortir le mieux? Alors pour nous, en fait, il y a 5 dimensions qui vont être fondamentales dans la révolution industrielle à venir. C'est les 5 que vous voyez là avec les couleurs. La première, elle est évidemment stratégique et elle est liée à ce qu'on évoquait sur le changement de marché. Si je suis un patron dans les nouveaux marchés, il va falloir que je réfléchisse à autrement, que je challenge mon modèle d'affaires pour finalement proposer autre chose à mes clients. Pourquoi? Parce que les barrières entre les clients et les fournisseurs sont plus floues qu'avant. Je vais peut-être me mettre à vendre des services au lieu de vendre des produits. J'ai des produits qui sont intelligents. Donc mes produits, quand ils sont chez les clients, ils me retournent des données qui vont me permettre d'avoir de l'information et donc de réfléchir autrement sur ce que je vends à mon client. Ça, c'est l'aspect 1, c'est l'aspect stratégique que vous voyez en gris. En complément de ça, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi toute une révolution technologique qui est bien entendu en train d'être en cours et qui va me permettre de servir cette stratégie que j'ai définie pour être le premier sur mon marché à effectuer cette stratégie. Mais il y a 3 dimensions au centre qui sont aussi fondamentales. Nous, on est persuadé que l'homme est au cœur du système et le sera plus que jamais. Ça, c'est un des éléments qu'on va développer. Et il y a aussi un aspect organisationnel sur le pilotage. On va passer vraiment de modes d'organisation verticaux à des modes d'organisation plus horizontaux dans les usines et d'une manière générale dans les entreprises. Et puis, on a un aspect, bien sûr, sur l'attractivité et la dimension sociétale. Finalement, qu'est-ce qui fait que les métiers industriels deviendront attractifs ou redeviendront attractifs? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie d'aller travailler dans une usine? Qu'est-ce qui fait aussi qu'une usine s'inscrit dans son territoire, qu'on accepte qu'une usine vienne dans notre village parce qu'elle ne pollue pas, parce qu'elle est verte, etc. Le petit 1, on va le développer, c'est finalement comment est-ce que, qu'est-ce que je vends? C'est un petit peu l'exemple de Michelin qui vend plus forcément des pneus, mais qui va vendre un nombre d'atterrissages d'avions sur les pneus d'avion. Pourquoi? Parce que j'ai des pneus intelligents qui ont des capteurs qui me retournent des infos sur le nombre d'avions qui sont installés. Je vais avoir beaucoup plus d'infos qu'avant, je vais être capable de faire des pneus qui sont finalement plus robustes. Le 2, c'est la notion de hiérarchie fonctionnelle. Ça a 2 conséquences. En termes de prise de décision, on va avoir des modes de décision qui sont différents, et en termes de planification. Donc on va passer de la verticalité à l'horizontalité. On va développer cet aspect-là. Et en 3, bien sûr, sur les postes de travail, la relation homme-machine va changer, et notamment l'autonomisation des équipes va être importante. Alors, les 3 changements de paradigme, ils sont liés à plusieurs choses sur le changement de chaîne de valeur. Vous avez ici à gauche l'entreprise industrielle classique, avec des flux d'informations qui partent des clients qui vont vers les fournisseurs, et des flux physiques qui vont du fournisseur vers le client. Mais finalement, dans cette organisation-là, il y a assez peu de monde dans l'entreprise qui est en contact direct avec le client. On a les commerciaux, bien sûr, on a souvent l'administration des ventes, le service après-vente, un peu la supply chain aussi. Mais finalement, le cœur de l'usine, si on prend l'usine, n'est pas forcément en contact quotidien avec le client. Ce qui change dans la révolution qui arrive, c'est que le client devient central et finalement chacun dialogue avec le client. Chaque fonction dialogue avec le client, mais même à terme, chaque poste de travail sera en contact avec le client. Pourquoi? Parce que les machines sont connectées entre elles. Donc ma machine à moi, si je suis opérateur sur un centre d'usinage, elle reçoit peut-être des informations qui viennent directement de mon client et qui me donnent des infos pour moi en termes de charge capacité pour les jours à venir ou les mois à venir. Donc finalement, le client s'invite dans l'usine, mais aussi important, on a envie que notre usine s'invite chez le client par les produits qui sont intelligents.
Donc si je vends des machines-outils, par exemple, je vais avoir envie que mes outils de coupe, ils me retournent des infos par les capteurs que j'aurai installés sur mon outil de coupe pour savoir sur tout le parc que j'aurai vendu, finalement, quelle est la fiabilité de mon outil et puis pouvoir l'améliorer. Et je ne vais plus vendre à mon client des machines, je vais me mettre à vendre des outils. Je vais vendre un nombre de cycles que mon outil est capable de faire. C'est un peu ce qui s'est passé sur les ordinateurs. Si vous voulez, au départ, IBM était sur l'ordinateur, vendait des ordinateurs. Et petit à petit, IBM s'est mis à vendre des solutions parce que finalement, c'est plus l'ordinateur qui détient la valeur, c'est plutôt la solution qu'il y a dans l'ordinateur qui est importante. Alors, deuxième aspect, si on descend d'un niveau, sur l'aspect organisationnel, hiérarchique, et sur la verticalité actuelle. On est plutôt sur un mode, dans la troisième ou la deuxième révolution industrielle, hiérarchique, en termes d'organisation, donc plutôt de haut en bas et vertical. C'est-à-dire que les décisions se prennent en haut, descendent, et puis le résultat remonte. De la même manière sur les systèmes d'information, on a de la planification qui vient d'en haut avec des ERP, etc. Et puis on va remonter un résultat qui va me permettre de replanifier. Donc il y a des boucles et ça prend un certain temps. Finalement, dans le nouveau paradigme, on va complètement bousculer tout ça par la technologie. Pourquoi ? D'abord, on en parlait, le produit lui-même, il va être intelligent. Et du coup, ce n'est pas seulement chez le client que le produit est intelligent. Si vous imaginez une usine, un produit qui vit sa vie dans l'usine, quand il arrive sur un poste de travail, le produit va pouvoir communiquer avec le poste de travail, avec des puces RFID ou ce genre de choses, pour communiquer par exemple, s'il arrive sur un centre d'usinage, moi je suis tel produit, donc il faut que tu appliques tel programme. Donc le produit lui-même en fait va être capable de porter en lui-même une part de la planification qui était faite avant par des systèmes et donc forcément par des cerveaux. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect sur l'horizontalité, c'est la communication entre machines dans l'entreprise, en dehors de l'entreprise, j'en parlais. Donc finalement, la personne qui est sur le poste de travail est en contact avec l'extérieur. Et donc finalement, le rôle du manager va complètement changer. David va développer ça tout à l'heure. Le manager sera finalement là moins pour contrôler, planifier, mais plus pour développer, aider l'équipe. Alors on descend justement sur le poste de travail. Qu'est-ce que ça va changer dans la relation ? On parle souvent de relation homme-machine. C'est un des sujets qui est vraiment dans le cœur de ce qui est dans l'actualité. Donc, ce qui change en termes de technique et de technologie sur le poste de travail, c'est quoi ? Je parlais de la taille de série 1. Donc, on va avoir des rotations très rapides des produits sur les postes. Donc, finalement, les tâches vont être beaucoup moins répétitives qu'avant. Ça, c'est une des premières conséquences de la révolution. La communication horizontale, elle va avoir comme conséquence quoi ? C'est que chacun va être amené à devoir résoudre des problèmes et finalement, le management sera moins dans le contrôle, mais plutôt dans aider les problèmes à être résolus. Sur l'aspect nouveaux outils, il y a des nouveaux outils qui vont apparaître comme les tablettes, les smartphones, etc. Sur le terrain, on aura aussi de la réalité augmentée. Qu'est-ce que ça va impliquer ça ? Ça va impliquer que chacun peut mieux anticiper ses tâches. Si je suis toujours un opérateur et que je vois en fait avec la réalité augmentée la conséquence d'un changement de programme, je vais pouvoir anticiper finalement ce qui va se passer derrière quand je chargerai mon programme. Les machines et les produits qui communiquent avec leur environnement, j'en parlais, ça va autonomiser finalement les hommes parce que la décision se prend en bas et non plus forcément en haut. Et puis enfin, le côté collaboratif, dans les entreprises, on commence à avoir des robots collaboratifs. Finalement, avant, un robot, c'était forcément isolé parce qu'il y avait l'aspect sécuritaire qui faisait qu'on chargeait le programme, c'était le rôle de l'expert. Et après, derrière, le robot travaille et on n'intervient qu'avec des experts. Maintenant, finalement, l'opérateur peut travailler avec le robot. Et donc, ça commence à se faire dans les usines dans lesquelles on travaille. On voit ça. On travaille en collaboration avec le robot. La place de l'homme dans cette usine du futur, quelle place on va lui donner et comment on peut l'amener à être justement au cœur de cette stratégie industrielle nouvelle formule. Et ce qui va être hyper important pour le développer, c'est le comportement. Et notamment le comportement du manager de demain. Dans la plupart des entreprises dans lesquelles on rentre, on se rend bien compte que les gens qui sont montés à des postes de décision jusqu'à la direction ont une très grosse capacité à prendre des décisions et une très grosse capacité à être hiérarchique et à mener un bateau, mais parfois de manière très directive. Donc ça, c'est la partie de gauche, si vous voulez. C'est un comportement qui est extrêmement répandu parmi les managers et qui est souvent le comportement qui permet de monter dans la hiérarchie. Notre avis, c'est que ce qui sera la clé de demain sera beaucoup moins le mode hiérarchique, mais la capacité à se mettre au service des équipes par le coaching. C'est-à-dire, en gros, de passer du mode d'arbitre au mode entraîneur d'équipe, comme au rugby, comme au foot. Ça va être de ne plus chercher à satisfaire le client et à être dans le contrôle par rapport à cet objectif-là, mais ça va être de développer le talent de l'équipe en étant au service de l'individu. Comme on le disait auparavant, dans cette usine-là, sur le terrain, on va être de plus en plus en liaison avec le client. Donc l'intelligence va revenir en force sur le terrain. Elle y est déjà, mais par contre, on a du mal aujourd'hui à développer l'écoute dans l'entreprise. Demain, si on ne le fait pas, ça ne fonctionnera plus du tout.
Du coup, qui dit coaching de ses équipes ou écoute de ses équipes, dit déjà relation de confiance. Ce qui va être clé, c'est d'être capable d'être vis-à-vis des personnes de son équipe et notamment des opérateurs qui font la valeur ajoutée, d'être dans une relation de confiance. Vous ne pourrez pas développer les talents, vous ne pourrez pas coacher si vous n'avez pas ce prérequis qui est là. Donc en fait, il y a trois facteurs clés. C'est d'être crédible. Crédible, ça veut dire, ça peut être crédible techniquement, ça peut être crédible parce que vous avez réussi des projets et qui sont reconnus par vos pairs. Cette crédibilité-là va aider dans la confiance. Deuxième chose, c'est d'être fiable. Vous dites que vous allez envoyer un email, vous envoyez l'email. Vous avez une question de quelqu'un de l'équipe, vous revenez avec la réponse. Elle n'est pas forcément positive, ça peut être un non sur un besoin, mais il faut revenir pour l'expliquer. Ça, c'est du respect et c'est comme ça qu'on est perçu comme fiable. Et la troisième chose, c'est la proximité avec les personnes. C'est la capacité à comprendre leur vécu de tous les jours et donc de développer une empathie. Vous avez remarqué, on est un peu ingénieur, donc on a mis une formule mathématique, mais le multiplier est important. C'est-à-dire vous pouvez répondre sur 2 des 3 points, mais si vous avez 0, par exemple, sur la fiabilité, vous avez beau être crédible et proche des gens, vous y êtes tous les jours, vous n'aurez pas la relation de confiance qui aura été établie. Donc c'est vraiment ces 3 facteurs qui doivent être présents pour développer la confiance. Et on a également au dénominateur l'agenda personnel. C'est très important, vous pouvez avoir cocher toutes les cases du haut, mais quand vous allez voir quelqu'un, vous n'êtes pas vraiment à l'écoute. Vous n'avez pas envie de le développer lui, vous avez un agenda personnel, vous avez envie d'avoir une explication par rapport à un indicateur qui est mauvais, vous avez envie d'apporter votre solution technique, vous avez parfois même envie de développer votre propre carrière dans l'entreprise. Donc ça détruit complètement la valeur que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'équipe et les gens le sentent. Une personne qui va percevoir d'une manière ou d'une autre un agenda personnel ne va plus avoir confiance. Donc voilà, prérequis pour se mettre en position de coacher les gens d'entreprise, établir une relation de confiance. Le but, ensuite, va être de développer l'écoute. Les entreprises qui seront performantes, ou qui le sont aujourd'hui, sont des entreprises sur lesquelles on va développer un dialogue. Et ce dialogue, il va être autour de l'opérateur. Donc c'est ce qu'on a représenté là. Nous, pour vraiment développer l'écoute, et la bienveillance finalement, puisqu'on veut le développement, on a dit qu'on voulait le développement des talents dans l'entreprise, on va organiser 3 activités pour avoir un dialogue efficace. Première activité, c'est la diagonale, c'est être capable d'avoir des interactions très efficientes, c'est-à-dire qui prennent peu de temps et qui vont faire avancer à la fois les décisions et les actions. Donc ce sont des points en général très courts qui permettent avec les bonnes personnes d'être sûr de prendre la bonne décision. Ces interactions-là, ça dépend de chaque entreprise. Vous avez une culture qui vous est propre, vous avez une organisation qui vous est propre, vous avez les fonctions support qui sont connectées de telle ou telle manière à la prod, vous avez X niveau hiérarchique. Et donc l'idée, ça va être, surtout dans un mouvement où on va être de plus en plus horizontal, de moins en moins de niveau hiérarchique, d'être capable de définir les interactions à bon escient. Donc ça, c'est un travail d'une part de définir quelle fréquence, quel participant, pour quel sujet. Ça, c'est un espèce de design que vous allez faire. Et deuxième point, vous allez créer ces interactions-là et être capable de les rendre efficientes. Donc, il y a tout l'aspect comportemental qui va entrer en jeu. Et les entreprises qui arrivent à structurer ces points d'interaction sont des entreprises qui vont regagner du temps. Tous les managers de proximité qu'on voit courir, écrasés par l'ambition de l'entreprise et puis de l'autre côté les aléas de production, c'est par l'intelligence que vous mettrez dans cette cascade d'interaction que vous pourrez leur donner du temps. Évidemment, si vous voulez des points courts et efficients, il ne faut surtout pas rentrer à fond dans un sujet. Parce que si vous rentrez à fond dans un sujet, déjà il y a une partie de l'assistance de l'équipe qui va pas être intéressée. Et puis vous n'arriverez pas à résoudre le problème. Donc l'idée, c'est de séparer les interactions dont on vient de parler de ce qu'il y a en gris à gauche de sessions de résolution de problèmes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des facteurs clés de réussite quand on veut traiter un problème. Ça va être d'une part d'en prendre qu'un seul, 2 d'avoir les bons participants autour de la table, et 3 de plus avoir de hiérarchie. On peut avoir quelqu'un qui s'assure qu'il y a une méthode de travail par exemple, mais la hiérarchie vient tout écraser. Quand vous essayez de réfléchir, je ne sais pas si vous avez déjà testé dans vos entreprises, de mettre le patron avec 2 opérateurs, un logisticien et un gars de maintenance sur un problème,
une fois sur deux, nous dans l'entreprise, il n'y a plus personne qui parle, quoi. Il faut faire sortir le patron pour démarrer. Et donc ça, déjà de l'expliquer, c'est sain. Et d'expliquer que quand on a 5 cerveaux, c'est 5 cerveaux, c'est pas le patron et puis après les autres. C'est vraiment 5 cerveaux qui vont chacun apporter leur angle de vue, leur expérience. Le patron a le porte-monnaie souvent, il a aussi la vision stratégique, il apporte tout ça. L'opérateur, lui, a le produit dans les mains. Donc c'est lui qui va connaître le produit, qui va connaître l'aléa. Et donc c'est d'essayer de décrire cette interaction comme non hiérarchique pour qu'elle fonctionne. Donc en général, quand on commence à savoir se poser pour la résolution de problèmes et qu'en plus, une fois qu'on a défini des actions, la petite cascade permet de s'assurer que ça avance de manière efficace, on commence à avoir vraiment un dialogue qui se développe. Pour vraiment complètement développer l'écoute, nous ce qu'on recommande, c'est d'être capable d'aller sur le terrain pour aller voir ce qui se passe. Et donc on va demander à tous les managers, y compris le top management, de venir sur le terrain pour soit observer une des interactions, ça permet de coacher les gens qui animent les interactions, soit même de regarder le système. Le système, ça peut être des marquages au sol, des stocks, ça peut être des indicateurs visuels. Tout le visuel va être important. Alors bien sûr, si vous arrivez dans une usine et que vous ne voyez rien, c'est que déjà il faut faire cet effort-là pour pouvoir coacher le système. D'accord ? Donc voilà un peu comment nous on structure le dialogue. Alors un petit point important, c'est que si vous voulez vraiment sentir la qualité de votre dialogue, ne regardez pas les grosses améliorations techniques. Allez juste voir les irritants de vos gars, de vos équipes, des femmes, des hommes qui sont à chaque poste. Et vous allez vite vous rendre compte que s'il y a une lumière qui clignote, si vous avez une chaise bancale, si vous avez, excusez-moi, mais les toilettes bouchées depuis 2 mois, vous pouvez vous dire que le dialogue est plutôt déficient. Et c'est justement l'écoute démarre par cette écoute que vous aurez des petits problèmes. Parce que si vous savez vous mettre au service de vos équipes de cette manière-là, forcément derrière vous saurez aller chercher les améliorations techniques et tout ce dont a parlé Michael tout à l'heure, tout ce qui est technique et technologique. En fait, si vous regardez, vous entendrez beaucoup dans l'usine du futur parler de nouvelles techno, de big data, de digital. Il ne faut pas oublier que du point de vue humain également, on a une énorme évolution. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu les vidéos sur du Boson Project d'Emmanuel Duès sur l'entreprise Y, la génération Y ou la génération Z. On se rend bien compte que les nouveaux modèles de carrière vont beaucoup plus être sur le sens que sur la rémunération ou l'emploi stable. Hein. Les jeunes d'aujourd'hui qui rentrent dans les entreprises ont vraiment envie que l'entreprise soit en accord avec leurs convictions. Et donc ils mettent beaucoup de choses là-dedans. Ça peut être les valeurs dans le travail, ça peut être l'impact sociétal de l'entreprise, l'impact environnemental de l'entreprise. Donc finalement, être capable de donner du sens pour les nouveaux entrants et pour les équipes, ça va être la clé. On parle aussi beaucoup d'entreprises libérées, avec cette capacité à libérer le dialogue, libérer les managers. On est toujours dans cette dimension-là d'écoute qu'on a envie de développer. Et là, il y a une formule qu'on a beaucoup aimée, qui a été écrite par un consultant américain, qui dit que les entreprises embaucheront des cœurs demain. C'est-à-dire on a démarré par embaucher des bras sur les premières révolutions industrielles. Ensuite, on a embauché des cerveaux. Et demain, si vous voulez attirer les talents, les conserver et développer vos équipes, il faudra parler au cœur davantage qu'au cerveau ou au bras. Et c'est cette capacité à donner du sens et à créer autour de la vision que vous aurez de l'entreprise, des valeurs dans lesquelles ils se reconnaîtront, qui feront que vos employés resteront. Donc, à vous de voir hein, dans votre entreprise si aujourd'hui, vous avez travaillé ces aspects-là, mais c'est sans doute clé. Du coup, la question par rapport à, si on reprend les 5 dimensions, hein, l'aspect stratégique, l'aspect technologique, et puis les 3 dont on a parlé, c'est l'organisation, le pilotage, les notions humaines, et puis l'attractivité et le sens finalement de l'usine. Qu'est-ce qu'on peut dire de la France dans tout ça? On a choisi, nous, de le représenter par la part de l'industrie dans le PIB et par l'évolution de cette part. Donc, si vous voulez, sur l'axe horizontal, hein, vous avez la part de l'industrie dans le PIB, dans le PIB, et puis sur l'axe vertical, vous avez l'évolution de cette part de 90 à 2012. Donc si vous êtes en haut à droite, ça veut dire que vous êtes en dynamique, c'est-à-dire que vous avez une part de l'industrie qui est importante par votre PIB, mais en plus, l'industrie prend des parts par rapport au reste des activités. Si vous êtes en bas à gauche, c'est l'inverse, hein, vous êtes plutôt sur des activités industrielles qui déclinent. Alors ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est la Chine et la Corée, et puis ensuite l'Allemagne et le Japon, dans une certaine mesure, qui pour l'instant, dans cette façon de ranger les choses, sont plus en tête. Et puis on a donc c'est plutôt les leaders, en tout cas c'est comme ça qu'ils se positionnent.
Et puis on a ensuite un groupe de 4 pays, hein, les US, l'Italie, la France et la Grande-Bretagne, qui sont derrière. Après, nous, en fait, on a une conviction, c'est que la France peut complètement... pourquoi la France pourrait pas repasser dans le carré en haut à droite? Il n'y a aucune raison finalement qu'on n'y arrive pas, parce que cette nouvelle révolution industrielle, finalement, elle rebat toutes les cartes. On a parlé de plein d'aspects différents, sur lesquels finalement, nous, en France, on a un certain nombre d'atouts qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans l'industrie. On est tous les jours, hein, dans des usines avec David, hein, et on le voit, il y a vraiment une force qui vient du terrain. Les gens y croient, ont envie que ça marche. Et finalement, on se dit que c'est le moment ou jamais de faire cette révolution-là et puis de rebooster notre industrie, quoi.